Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui est absolument crucial dans le commerce mondial, le fameux chapitre 27. C'est lui qui met de l'ordre dans la classification de tous les combustibles et huiles minéraux. Attention, notre but ici ce n'est pas de parler de taxes ou de droits de douane, non. Ce qui nous intéresse c'est de comprendre la logique, l'intelligence derrière chaque code. Comment un produit trouve-t-il sa place exacte dans ce système? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour commencer, une question qui a l'air toute simple. Qu'est-ce qu'un déchet d'huile? On a tous une idée en tête, n'est-ce pas? Mais dans le monde du commerce international, les idées, ça ne suffit pas. Chaque terme a une définition légale hyper stricte. Et la réponse à cette question, elle se trouve justement cachée au cœur des règles qu'on va explorer. Alors, voici notre feuille de route pour y voir plus clair. On va d'abord regarder la structure générale du chapitre, son plan. Puis, on plongera dans les règles du jeu, les fameuses notes. Ensuite, on passera en revue les grandes familles de produits, les solides, les liquides, les gaz. Et pour finir, on fera la synthèse de tout ça pour que la méthode de classification n'ait plus de secret. C'est parti. Commençons donc par le plan du chapitre 27. Il faut vraiment l'imaginer comme un langage universel. Que l'on soit en Europe, en Asie ou en Amérique, que l'on parle de charbon, de pétrole brut ou d'essence, ce chapitre fournit un cadre unique, une sorte de grammaire commune pour que tout le monde se comprenne sans la moindre ambiguïté. L'objectif est donc double. Être systématique et être uniforme. Systématique, ça veut dire que chaque produit a une place logique et une seule. On ne peut pas le mettre au hasard. Et uniforme, ça garantit que, peu importe où on se trouve sur la planète, un code précis désignera toujours exactement le même produit. C'est ça qui élimine les malentendus. On passe maintenant au cœur du réacteur, aux règles du jeu, les notes. C'est vraiment le mode d'emploi du chapitre. Et c'est non négociable. Avant même de commencer à chercher un code, il faut lire ces notes. Elles sont la loi, c'est elles qui définissent ce qui est inclus, ce qui est exclu et qui donnent le sens précis de chaque terme technique. Les ignorer, c'est la garantie de se tromper. Et la toute première règle, c'est de savoir ce qui n'est pas dans le chapitre 27. La note 1 est très claire là-dessus. Par exemple, des produits chimiques purs, même s'ils sont dérivés du pétrole, n'ont rien à faire ici. Pareil pour les médicaments. C'est une étape de tri fondamentale, un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Il vérifie qui a le droit de rentrer. Et voilà la réponse à notre question du début. La définition légale est d'une précision chirurgicale. Un déchet d'huile, ce n'est pas juste de l'huile sale. Le terme désigne très spécifiquement des huiles qui ont déjà été utilisées, des boues qu'on trouve au fond des réservoirs ou encore des mélanges d'huile et d'eau. Cette clarté, c'est la pierre angulaire de tout le système. Allez, entrons maintenant dans la première grande catégorie de produits, les combustibles solides. Ici, pour différencier les différents types de charbon, le lignite ou la tourbe, la classification ne se fait pas à l'œil nu. Non, elle repose sur des critères techniques, scientifiques très précis. Ça, c'est l'exemple parfait de la logique du système. La différence entre l'anthracite et la houille bitumineuse, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une affaire de science. On prend un échantillon, on va au laboratoire et on mesure deux choses, la teneur en matière volatile et le pouvoir calorifique. Les résultats de ces tests, et seulement eux, vont déterminer le bon code de classification. C'est binaire, sans discussion possible. Et regardez comment ces définitions techniques se traduisent dans la grille de classification. C'est limpide. Le code 27.01, c'est la grande famille des houilles. Et juste en dessous, les sous-positions .11 et .12 correspondent pile poil aux définitions qu'on vient de voir. La structure est toujours la même. On part du général pour aller vers le particulier. On attaque maintenant le gros morceau, la section la plus dense et sûrement la plus utilisée du chapitre, le pétrole et tous ses dérivés. La position 27.10 est un univers en soi, mais pas de panique, on va la décortiquer de manière très hiérarchique pour que tout devienne clair. La toute première distinction, le premier aiguillage, est en fait très simple. D'un côté, on a le pétrole tel qu'il sort du sol, le brut, il va dans la position 27.09. De l'autre côté, on a absolument tout le reste. Tout ce qui a été distillé, raffiné, mélangé, préparé, tout ça, ça tombe dans la position 27.10. C'est le premier grand tri. Ok, on est dans la grande famille 27.10. Comment on fait le tri à l'intérieur? Surprise, encore avec un critère purement technique. Pour savoir si on a affaire à une huile légère, on fait un test de distillation standardisé. Si au moins 90% du produit s'évapore avant d'atteindre 210 degrés Celsius, c'est une huile légère. C'est le résultat du test qui tranche. Point final. Construisons ensemble l'arbre de décision pour cette fameuse position. Tout en haut, on a le tronc de l'arbre, notre point de départ, la position 27.10 qui regroupe toutes les huiles de pétrole qui ne sont plus à l'état brut. La première grande branche de notre arbre est basée sur le test de distillation qu'on vient de voir. Les produits qui passent le test avec succès vont dans la sous-position 27.10.12. C'est là-dedans qu'on va trouver, par exemple, l'essence pour les avions
ou le super pour les voitures. Et si le produit échoue au test? C'est simple, il va sur l'autre grande branche, la catégorie Autres, qui porte le code 2719.19. Et c'est seulement à l'intérieur de cette catégorie qu'on va faire de nouvelles distinctions entre les huiles moyennes, comme le kérosène, et les huiles lourdes, comme le gazole ou le fioul. Et pour boucler la boucle avec nos déchets d'huile, où est-ce qu'ils atterrissent? Eh bien, ils ont leur propre sous-position bien à eux, tout à la fin de la position 27.10. Ça montre bien que chaque produit, même un déchet, a une place bien définie, une place qui est directement liée à la définition légale qu'on a vue au tout début. Tout se tient. Mais le chapitre 27 ne s'arrête pas aux combustibles solides et liquides, loin de là. Voyons rapidement comment la même logique de fer s'applique au gaz et à toute une série d'autres produits dérivés des minéraux. La classification des gaz, sous la position 27.11, est un cas d'école. Le système pose deux questions successives. Première question, quel est son état physique ? Liquéfié ou gazeux. Deuxième question, quelle est sa composition chimique? Gaz naturel, propane, butane. La combinaison des deux réponses donne le code final. C'est logique, c'est imparable. Et juste pour vous donner une idée de l'étendue du chapitre, jetez un œil à cette liste. On y trouve des produits aussi différents que la vaseline, le coke de pétrole utilisé dans l'industrie, les bitumes pour faire les routes, et même, tenez-vous bien, l'énergie électrique. C'est vraiment le chapitre de toute l'énergie d'origine minérale. Bon, on a vu pas mal d'informations. Il est temps de rassembler tout ça en une méthode claire et logique. Parce que maîtriser la classification, ce n'est pas apprendre par cœur des milliers de codes. Non, c'est comprendre le processus de décision. Voici donc le processus résumé en 4 étapes infaillibles. C'est comme une recette. Premièrement, on vérifie que le produit a le droit d'être là, on regarde les exclusions. Deuxièmement, on lit attentivement les définitions dans les notes. Troisièmement, on identifie la grande catégorie, la position à 4 chiffres. Et enfin, quatrièmement, on affine avec les critères techniques pour trouver la sous-position exacte. Cette phrase résume à la perfection l'esprit du chapitre 27. Il n'y a aucune place pour l'interprétation, l'à peu près ou le hasard. C'est un système rigoureux qui repose sur des règles, des définitions et des mesures scientifiques. La précision, ce n'est pas juste une qualité, c'est la fondation même de tout l'édifice. Finalement, comprendre ce chapitre, ce n'est rien d'autre qu'adopter une démarche scientifique. Maintenant que la méthode a été décortiquée, la question n'est plus de savoir si le système est compliqué, mais plutôt si l'on est prêt à appliquer cette logique avec toute la rigueur nécessaire.